résumer très très rapidement le réchauffement climatique, vous avez des gaz, donc très spécifiques, des gaz qu'on appelle gaz à effet de serre, qui sont majoritairement émis par les activités, enfin de, l'origine du phénomène qu'on observe maintenant, le réchauffement climatique, est liée à un surcroît d'émissions liées aux activités humaines, notamment la combustion de pétrole, de gaz, de charbon. Et ces gaz à effet de serre, ils ont deux particularités. La première, c'est qu'une fois présents dans l'air, ils vont, par des phénomènes complexes, augmenter les températures qu'on retrouve à la surface du globe. L'autre conséquence qui rajoute au caractère désagréable de la première conséquence, c'est qu'ils ont une capacité, une durée de vie dans l'atmosphère qui est extrêmement longue, qui va être de l'ordre de la centaine ou du millier d'années en fonction du gaz à effet de serre. Ce que vous voyez ici, c'est l'élévation des températures qu'on connaît depuis un peu plus de 15 000 ans. Donc vous voyez qu'on a une augmentation de température assez lente à l'échelle des temps géologiques depuis 15 000 ans, et vous voyez qu'il se passe quelque chose depuis 150 ans. Et ce quelque chose, c'est un surcroît important d'émissions de gaz à effet de serre lié au début, qui a été engendré par le début de l'ère industrielle et qui a occasionné une augmentation brusque des niveaux de température à la surface du globe. Donc on estime qu'à l'heure actuelle, que le réchauffement climatique a occasionné de l'ordre de 1,2 degré d'élévation des températures à la surface du globe. Et ce que vous avez représenté ici, c'est ce qui, en l'état des connaissances, risque de se passer, c'est-à-dire on estime à l'heure actuelle que l'ensemble des politiques mises en place dans le monde nous mènent vers un réchauffement climatique de l'ordre d'un peu moins de 3 degrés à la surface du globe. Et donc vous voyez que si jamais on va au bout de cette expérience inédite et sans doute tout à fait désagréable, eh ben, on occasionne une élévation brutale des températures qui est tout à fait inédite sur les 20 000 dernières années au moins, et en fait beaucoup plus que les 20 000 dernières années, nous dit le dernier rapport du GIEC. Si on passe à la slide suivante, donc faut vraiment, et j'insiste bien, bien différencier pollution de l'air et changement climatique. Donc, polluants de l'air, c'est des substances qui sont nocives pour la santé quand on les respire, qui aggravent les risques de pathologies respiratoires et cardiovasculaires. J'en ai parlé auparavant. Les gaz à effet de serre, je le redis parce que c'est pas évident, ils n'ont pas d'impact direct sur la santé. Respirer du CO2, à moins que vous soyez dans une pièce dans laquelle le CO2 a remplacé tout l'oxygène, ça n'est pas nocif pour la santé humaine. Par contre, derrière ces gaz à effet de serre, augmente les températures à la surface du globe, ce qui, là, va avoir des conséquences désagréables pour la santé humaine, liées au fait que ça va avoir des impacts derrière sur les rendements agricoles, puisque plusieurs cultures végétales ne supportent pas bien l'élévation des températures. Ça va avoir des impacts majeurs sur la santé humaine, particulièrement au départ sur les personnes qui vont travailler à l'extérieur, mais progressivement sur l'ensemble de la population, notamment les plus fragiles. Ça va avoir des impacts majeurs sur l'accès à l'eau et donc indirectement encore sur la production agricole et sur la santé humaine. Et puis ça va avoir d'autres conséquences que je ne vais pas détailler, mais notamment une hausse des niveaux des mers qu'on commence déjà à voir, une aggravation des risques de feux de forêt, etc., etc. Si on passe à la slide suivante, la grande différence entre pollution de l'air et gaz à effet de serre, c'est ce qui est lié à leur durée de vie. Comme vous avez d'un côté des polluants qui ont une durée de vie courte et de l'autre côté des polluants, les gaz à effet de serre, qui ont une durée de vie longue, eh ben, les conséquences, elles sont beaucoup plus larges pour les gaz à effet de serre que pour les polluants de l'air. Une tonne de particules fines émises ici ou à Tombouctou va avoir des impacts très différents sur la santé des gens qui habitent ici à Paris ou à Tombouctou. Une tonne de gaz à effet de serre qui est émise ici ou à Tombouctou va avoir exactement les mêmes conséquences sur le climat mondial, puisque le CO2 va avoir largement le temps de se mélanger dans l'atmosphère et donc va aggraver globalement l'élévation des températures à l'échelle de l'ensemble du globe. Donc derrière, ça dit aussi que les politiques mises en place vont avoir des impacts très différents, autant pour la pollution de l'air, comme c'est des polluants qui ont une durée de vie très courte. Dès que vous diminuez les émissions de polluants de l'air, ça va avoir localement des impacts sur la santé rapidement visibles. Quand vous parlez de gaz à effet de serre, ça va avoir des impacts, mais c'est des impacts qui vont être plus longs à voir et c'est des impacts globaux sur l'ensemble du globe. Le grand point commun, donc j'ai bien insisté sur le fait qu'on avait deux crises écologiques très différentes, le grand point commun, c'est quand même les sources. C'est-à-dire que quand vous parlez de changement climatique et de pollution de l'air, la grande majorité de l'origine de la pollution de l'air et des gaz à effet de serre, ça va être la combustion de pétrole, de gaz, de charbon et de bois. Alors, rentrons un peu maintenant dans le détail sur l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre. Là, vous avez l'évaluation la plus récente de l'origine des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Vous voyez qu'en gros, vous avez quatre grands secteurs pardon, qui expliquent la grande majorité de ces émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, vous avez une bonne partie de ces émissions, à peu près un quart, qui vient de la production d'énergie.
Donc majoritairement la production d'électricité avec du charbon, du gaz fossile et du pétrole. Dans une moindre mesure, on l'oublie un peu, mais tout ce qui va être raffinage de pétrole et de gaz, l'extraction qui va être très émettrice de gaz à effet de serre. Second grand secteur émetteur, ça va être les activités industrielles. Là encore, c'est toutes celles qui reposent sur la combustion directe de charbon et notamment de gaz fossile. Troisième grand secteur, ça va être tout ce qui va être lié aux activités agricoles. D'un côté, tout ce qui va être lié à l'élevage, puisque l'élevage, les ruminants vont émettre naturellement des gaz à effet de serre, du méthane, mais c'est aussi tout ce qui va être lié à la déforestation qu'entraînent certaines activités agricoles, qui va être émettrice de quantités importantes de gaz à effet de serre. Et enfin, vous avez les activités de transport, puisque les activités de transport, j'ai dit au départ, elles reposent très majoritairement sur la combustion de pétrole, donc le transport notamment routier, mais aussi dans une moindre mesure, le transport aérien et le transport maritime sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Si on passe à la slide suivante, on va voir ce qu'il en est pour l'Île-de-France. La répartition, elle est fortement différente. Pourquoi? Parce qu'en Île-de-France et en France, on va utiliser beaucoup moins de charbon, de pétrole et de gaz pour produire de l'électricité. On va avoir relativement peu d'activités agricoles. Et donc, quand on regarde ce qui est émis territorialement, on va voir beaucoup moins ces deux sources-là et beaucoup plus ce qui reste. Et donc, qu'est-ce qui reste? Vous voyez qu'il y a à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre, un peu moins, un peu plus de 40%, qui va être liée au chauffage. Et donc là, le chauffage en Île-de-France, qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre, ça va être le gaz fossile et ça va être le pétrole, le fioul. La seconde principale activité émettrice de gaz à effet de serre, vous le voyez ici, c'est les activités de transport et très majoritairement les activités de transport routier. Alors, nous, comme on travaille et sur les polluants de l'air et sur les gaz à effet de serre, on a un petit défaut, c'est quand on fait nos inventaires d'émissions, côté pollution de l'air, on va regarder uniquement pour le transport aérien ce qui se passe à l'atterrissage et au décollage, parce qu'en haute altitude, les polluants émis par l'aérien n'ont plus d'impact sur la santé humaine, ils se dispersent largement avant d'impacter la santé humaine. Mais par contre, côté gaz à effet de serre, c'est pas le cas. Donc du coup, là, par nature, on sous-estime un peu les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien. Précision importante, là, ce qu'on compte, c'est pas en empreinte, c'est ce qui est émis territorialement et ce qui est émis du fait des consommations d'électricité, donc la production d'électricité hors Île-de-France, qu'on appelle les scopes 1 et 2 d'émissions de gaz à effet de serre. Et dernier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est les industries. Les industries, parce qu'on a encore des industries qui vont consommer notamment du gaz fossile en Île-de-France. Si on passe à la slide suivante, donc on va parler des interactions entre les deux. Donc je vous ai dit, on parle de deux crises environnementales très différentes, mais ces crises environnementales, elles ont des liens très forts. Alors, on va d'abord parler des impacts du changement climatique sur la pollution de l'air. Le changement climatique, il va avoir des impacts aggravants sur la pollution de l'air. Alors pourquoi des impacts aggravants? Parce que d'abord, le changement climatique, il va accroître et la fréquence et l'intensité des feux de forêt. Qui dit des températures plus élevées, dit des sols plus secs, dit une capacité des forêts non seulement à prendre feu, mais ce feu à perdurer qui va être plus important. Alors juste, je vois plein de gens prendre des photos, c'est très satisfaisant, mais j'insiste, on peut vous fournir après l'ensemble de ces infographies, vous les aurez sans difficulté. On ne les fait pas payer jusqu'à maintenant. Donc voilà, vous pourrez les récupérer en bonne qualité après, il n'y a pas de souci. Qui dit plus de feux de forêt dit plus de pollution émise par la combustion de ces feux de forêt, puisque les feux de forêt, c'est du bois qui brûle, et le bois qui brûle, c'est fortement émetteur de polluants de l'air. Donc qui dit plus de feux de forêt dit notamment plus d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote. Second phénomène lié au changement climatique qui est un peu moins intuitif, ça va être tout ce qui va être particules fines émises par l'érosion des sols. Pourquoi? Qui dit plus de changement climatique dit des sols qui sont plus secs, donc des sols qui, lorsque vous avez un peu de vent, peuvent libérer dans l'air des particules minérales. Et ça, c'est très vrai quand on parle des déserts. Qui dit plus de changement climatique, dit zones désertiques qui vont s'étendre. Et au-dessus des déserts, dès que vous allez avoir des coups de vent un peu intenses, notamment au-dessus du Sahara, vous allez avoir une mise en suspension importante de particules de sable, des particules minérales. Et ces particules de sable, comme toutes les particules, ce n'est pas parce que c'est des particules naturelles qu'elles n'ont pas d'impact sur la santé, au contraire. Même quand vous regardez un peu au Moyen-Orient, ça fait partie de ce qui est le plus impactant pour la santé en lien avec la pollution aux particules. Parce que évidemment, vous avez des déserts pas loin, donc vous avez des pollutions, une bonne partie de la pollution aux particules fines qui vient de ces tempêtes de sable. Vous avez ensuite les fortes chaleurs occasionnées par le réchauffement climatique qui vont aggraver un des phénomènes dont je vous ai parlé auparavant, qui est l'augmentation des concentrations d'ozone dans l'atmosphère. Je vous ai dit, l'ozone, c'est la réaction chimique entre deux gaz polluants, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles, quand vous avez des fortes chaleurs et un fort ensoleillement. Donc, il dit plus de réchauffement climatique, dit plus de périodes favorables à la production d'ozone dans l'atmosphère. Vous avez une augmentation des températures qui va occasionner aussi une augmentation, une extension pardon, des périodes favorables à la pollinisation. Et qui dit plus de pollinisation, dit plus de pollen dans l'atmosphère, pollen qui font partie des polluants de l'air, qui ont des impacts allergisants sur la santé humaine.
Et enfin, quelque chose qui est moins connu, c'est que dans les composés organiques volatiles, vous avez un gaz à effet de serre qui est le méthane. Le méthane fait partie des composés organiques volatiles. Et donc, qui dit plus d'émissions de méthane dans l'atmosphère, donc le méthane qui est le second principal gaz à effet de serre, dit plus de fabrication, plus de réactions chimiques qui conduit à la production d'ozone dans l'atmosphère. Donc, vous avez une part importante de la pollution liée à l'ozone dans l'atmosphère qui est liée à l'accroissement des concentrations de méthane dans l'atmosphère. Donc, le méthane, il a vraiment ces deux conséquences. Il accroît le réchauffement climatique, donc la formation d'ozone, mais directement lui-même, il fait partie des gaz qui facilitent la formation d'ozone dans l'atmosphère. Ça dit aussi en creux que réduire le méthane, c'est vraiment doublement efficace et sur le changement climatique et sur la pollution de l'air de façon très directe. Et donc que ça fait partie des moyens qui sont vraiment, quand on fait des études économétriques, particulièrement efficaces pour agir et côté santé et côté changement climatique. Alors, quand on regarde le dernier rapport du GIEC, on voit que le réchauffement climatique, il va avoir deux autres types d'impacts. Et là, pour le coup, on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller. Ils vont plutôt être croissants ou décroissants sur la pollution de l'air. Le premier, c'est qui dit plus de réchauffement climatique, dit modification des régimes de vent et de pluie. Et ces régimes de vent et de pluie, ils ont un impact très important sur la pollution de l'air. Quand il pleut, les particules et les gaz polluants sont essentiellement lessivés. Donc, du coup, en fonction de l'impact futur du réchauffement climatique sur les régimes pluviométriques, bah, on va avoir plus ou moins de concentration de polluants de l'air, puisqu'ils vont plus ou moins perdurer dans l'atmosphère. Bon, on a pas mal de zones, notamment en France, où qui dit plus de réchauffement climatique, on estime que ça va plutôt conduire à des pluies qui vont être moins fréquentes, mais plus intenses. Donc voilà, est-ce qu'on sera plus gagnant par le fait qu'on aura des pluies plus intenses, donc plus lessivantes ou moins fréquentes, donc moins souvent lessivantes, bah, c'est compliqué à estimer. L'autre conséquence, c'est lié à l'impact du réchauffement climatique sur les végétaux. Vous avez des endroits où le réchauffement climatique va plutôt accroître la croissance des végétaux, parce que le CO2 fait partie de ce qui booste la croissance des plantes. Mais le réchauffement climatique, les fortes températures, va aussi, dans une part importante du globe, réduire la croissance des végétaux, parce que ça déstabilise les conditions environnementales qui permettent la croissance des plantes. Et les végétaux font partie des émetteurs de composés organiques volatiles, même des émetteurs très importants de composés organiques volatiles. Dans le monde, c'est à peu près 90% des émissions de composés organiques volatiles, hein, les végétaux, qui vont les émettre un peu naturellement. Les composés organiques volatiles, c'est pas compliqué, c'est des gaz qui sont odorants. Donc en fait, toutes les plantes odorantes sont les plantes qui émettent ces composés organiques volatiles. Et donc, en fonction de l'évolution future du réchauffement climatique, les plantes vont plus ou moins émettre de composés organiques volatiles. Et donc ça va avoir un impact indirect sur les deux polluants qui sont formés à partir de ces composés organiques volatiles, à savoir l'ozone de basse altitude et les particules fines. Dans quelle direction ça va aller? Bah, en l'état des connaissances, on n'est pas capable de l'anticiper. Maintenant, on va parler de l'impact de la pollution de l'air sur le changement climatique. Je vous ai dit, les polluants de l'air et les gaz à effet de serre, c'est très différent, mais en fait, quand on regarde dans le détail, bah, les polluants de l'air peuvent avoir des impacts majeurs sur le changement climatique. Ils peuvent d'un côté avoir des impacts qui sont plutôt des impacts aggravants. Pourquoi? Parce que, comme je le disais auparavant, les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles forment de l'ozone dans l'atmosphère. Alors, je vous ai dit au départ, attention, polluants de l'air, gaz à effet de serre, c'est deux substances bien différentes. En fait, c'est un peu un mensonge par omission. Il y a une grande exception, c'est l'ozone de basse altitude. L'ozone de basse altitude, c'est à la fois un polluant de l'air, donc c'est une substance qui est nocive pour la santé, mais c'est aussi un des principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Donc, je vais quantifier un peu cet effet après, mais plus on a d'émissions d'oxyde d'azote et de composés organiques volatiles, plus on a de formation d'ozone, et donc plus on a de réchauffement climatique. Qui dit plus de réchauffement climatique, dit aussi, qui dit plus d'émissions de polluants de l'air, dit aussi notamment plus d'émissions de particules et dit plus d'émissions d'un type de particules très spécifique qui s'appelle le carbone suie. Le carbone suie, c'est la fraction la plus sombre des particules qu'on retrouve dans l'air. C'est vraiment c'est une partie de ce qui est lié à la combustion en général, notamment du bois, du charbon, etc. Ce carbone suie, une fois qu'il est dans l'air, il a deux conséquences. La première conséquence, c'est que c'est des particules un peu sombres qui vont se retrouver dans l'air. Et donc le résultat, c'est que quand ces particules sont frappées par les rayons lumineux, bah, ces particules ont tendance à accumuler la chaleur. Donc elles vont réchauffer localement la température dans l'air présent autour d'elles. Mais surtout, ces particules de suie, une fois qu'on les retrouve dans l'air, il y en a une partie qui vont voyager loin et notamment voyager au-dessus des zones glacées. Notamment, on peut penser à l'Arctique. Une fois qu'elles se déposent sur ces zones, eh ben, elles vont tendance à assombrir les glaces. Elles vont les rendre un peu plus sombres. Et qui dit substance plus sombre, quelque chose qu'on connaît bien en physique, dit entités pardon, qui vont beaucoup plus accumuler la chaleur. Ça change l'albédo des glaces. Et plus on a une substance sombre, plus elle accumule la chaleur. Donc, qui dit plus de particules de carbone suie, dit glace plus sombre, dit glaces qui fondent plus vite. Et une fois que les glaces sont complètement fondues, qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? Bah, généralement de la terre. La terre qui est beaucoup plus sombre que la glace elle-même. Et donc, on va encore accroître l'accélération du réchauffement climatique. Donc ça, c'est plutôt des impacts aggravants du réchauffement climatique.
Ce qu'on sait encore moins, c'est que par contre, vous avez des polluants de l'air qui ont plutôt un impact masquant sur le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que toutes les particules hautes que le carbone suit, c'est des particules qui sont beaucoup plus claires. Et ces particules plus claires, quand elles sont frappées par des rayons lumineux, elles ont tendance à plutôt disperser les rayons lumineux autour d'elles, plutôt que de les accumuler. Le résultat, c'est que des rayons lumineux qui sinon auraient réchauffé le sol et l'atmosphère, eh ben, ils vont plutôt être dispersés autour de ces particules. Et donc ces particules ont plutôt un rôle d'ombrelle. Mais en fait, l'effet majoritaire masquant, c'est lié à un autre phénomène qui est lié à la formation des nuages. Ce qu'on ne sait pas, c'est que sans particules dans l'atmosphère, vous n'avez pas de nuages. Si jamais vous n'avez pas dans l'air des noyaux de condensation qui vont permettre à l'eau de s'agglomérer, vous n'allez pas avoir de gouttelettes d'eau qui vont se condenser pour former des nuages. Alors ça, depuis l'aube des temps, en fait, ça se passe naturellement parce que dans l'air, bah, vous avez un peu de particules qui sont liées aux tempêtes de sable, vous avez un peu de particules liées à l'érosion des sols, un peu de particules liées aussi au sel qu'on va retrouver dans la mer, hein. Ce sel, bah, une fois qu'il part dans l'air, vous avez un peu de particules d'embruns marins, et donc c'est ce qui permet de former des nuages. Depuis 150 ans, comme je vous l'ai dit, on rajoute massivement des particules dans l'air, et donc on va modifier les conditions de formation de ces nuages. En gros, vous avez beaucoup plus de particules pour des quantités d'eau dans l'air qui sont assez semblables. Le résultat de tout ça, c'est que pour la même quantité d'eau dans l'air, comme vous avez plus de particules, les gouttelettes d'eau qui forment les nuages sont des gouttelettes d'eau plus petites. Et qui dit gouttelettes d'eau plus petites dit nuages qui sont globalement plus clairs et donc plus réfléchissants. Le résultat de tout ça, c'est que en moyenne dans le monde, le dernier rapport du GIEC nous dit que les nuages sont de plus en plus réfléchissants des rayons lumineux et donc vont de plus en plus masquer le réchauffement climatique. Et dans une intensité très importante, je vais vous le montrer après. Enfin, vous avez un dernier polluant de l'air qui a un impact masquant important, c'est les oxydes d'azote. Pourquoi? Parce que les oxydes d'azote, ils réagissent avec des composés qui vont réduire la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. Donc paradoxalement, plus vous avez de dioxyde d'azote, enfin d'oxyde d'azote et de dioxyde d'azote en particulier dans l'air, plus la durée de vie du méthane est brève, et donc plus vous allez diminuer l'impact du méthane, de chaque tonne de méthane émis sur le réchauffement climatique. Alors là, c'est un peu théorique, on va quantifier un peu tout ça, ça va être plus clair. Là, ce que vous avez ici, c'est la décomposition dans le dernier rapport du GIEC de l'origine du réchauffement climatique. Donc là, on regarde un peu ce qui s'est passé sur les 250 dernières années. Donc vous voyez, sur les 250 dernières années, on estime qu'on a une élévation des températures d'à peu près 1,2 degré, 1,3 degré à la surface du globe. Vous avez à gauche la décomposition de ce qui est à l'origine de cette augmentation des températures. Vous voyez que ce qui est à l'origine de la grande majorité de l'élévation des températures, c'est l'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote, donc des principaux gaz à effet de serre, sans surprise. Vous voyez en orange l'impact de l'augmentation des concentrations d'ozone de basse altitude sur les températures. Vous voyez que cet impact n'est pas du tout négligeable. On estime que dans le monde, c'est de l'ordre de 0,1 à 0,2 degrés d'élévation des températures mondiales. Donc l'ozone, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus vous avez de changement climatique, plus vous avez d'ozone, plus vous avez d'ozone, plus vous avez de réchauffement climatique derrière. Pourquoi est-ce qu'on en parle assez peu parmi les gaz à effet de serre? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'ozone, on ne l'émet pas directement dans l'air. Donc c'est plus compliqué d'agir directement sur lui. Mais vous voyez qu'il a vraiment un impact conséquent sur le changement climatique. Vous voyez tout en haut que les particules de carbone suie, elles sont à l'origine d'à peu près, on va dire, 0,1 degré d'élévation des températures, un peu moins. Vous voyez en bleu en dessous, par contre, tous les facteurs masquants du réchauffement climatique. Et vous voyez que les particules ont un impact fortement masquant pour le réchauffement climatique. On estime que les particules, elles masquent de l'ordre de 0,4-0,5 degrés d'élévation mondiale des températures. Donc en clair, si on faisait disparaître par miracle toutes les particules dans l'air sans jamais rien changer au reste, eh ben en fait on n'aurait pas 1,2 degré de réchauffement mondial, on aurait déjà 1,7 degré, 1,8 degré de réchauffement mondial. Donc les particules ont un impact masquant qui explique vraiment une partie importante de l'évolution du climat. Et c'est ce qui fait aussi que c'est aussi compliqué d'anticiper l'évolution du climat, c'est parce que c'est des effets qui sont très indirects, hein, sur la formation des nuages, qui sont très difficiles à modéliser. Alors, si on rentre encore un tout petit peu plus dans le détail, c'est quoi les particules concrètement qui refroidissent le plus le climat? Là, vous avez à gauche l'ensemble des substances qu'on émet dans l'air, gaz à effet de serre et polluants de l'air. Et vous avez représenté en fonction de la taille des barres l'impact que ça a sur le réchauffement du climat. Quand vous avez une barre qui va vers la droite, c'est un impact réchauffant. Quand vous avez une barre vers la gauche, c'est un impact refroidissant. Et la couleur des barres correspond à l'origine de ce qui fait que le polluant émis va avoir un impact réchauffant ou refroidissant. Exemple, vous voyez que pour le CO2, ce qui fait que le CO2 est très fortement réchauffant, c'est le fait que quand vous émettez du CO2, le CO2, les concentrations de CO2 augmentent dans l'atmosphère et que le CO2 en lui-même étant un gaz à effet de serre, il accroît le réchauffement climatique. Donc ça, c'est la partie simple. Vous voyez que le dioxyde d'azote, donc les NOx ici, il a deux types d'impacts un peu contradictoires. D'un côté, il permet de former
plus d'ozone dans l'atmosphère, c'est la partie verte, mais vous voyez aussi qu'il va détruire une partie du méthane, il va réduire la durée de vie du méthane dans l'air, c'est la partie orange. Et donc vous voyez que globalement, les émissions d'oxyde d'azote en l'état, elles ont plutôt un impact masquant du réchauffement climatique. Mais ce à quoi je voulais vous amener, c'est l'analyse de l'effet masquant du réchauffement climatique lié aux particules. Vous voyez que la très très grande majorité de l'impact masquant des particules sur le réchauffement du climat vient d'un polluant très spécifique qui est le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre à lui seul, c'est 90% de l'impact masquant des particules sur le réchauffement du climat. Pourquoi? Parce que le dioxyde de soufre, il se combine avec de l'ammoniac pour former des particules de sulfate d'ammonium. Et ces particules de sulfate d'ammonium, c'est celles qui vont le plus et réduire, disperser les rayons lumineux et modifier les mécanismes de formation des nuages. Alors pourquoi le dioxyde de soufre en particulier? C'est pas évident. C'est lié et à l'endroit où le dioxyde de soufre est émis, mais c'est lié aussi au fait que les particules formées, c'est des particules qui sont vraiment très très solubles dans l'eau. Et donc elles ont une capacité de réaction avec les gouttelettes d'eau et donc de formation des nuages qui est très importante. Et après, vous avez des phénomènes un peu complexes liés aux tailles de ces particules. C'est des particules qui ont une taille très spécifique et qui est vraiment très proche de la longueur d'onde de la lumière. Et donc, ils ont une capacité de réflexion des rayons lumineux qui est beaucoup plus importante que les autres particules qu'on retrouve dans l'air. Vous voyez aussi que la grande majorité de l'effet refroidissant vient pas de l'interception directe des rayons lumineux, mais vraiment de la modification de la formation des nuages. Ce que vous voyez ici et ce que vous comprenez, c'est l'explication de pourquoi est-ce que dans les tentatives de géo-ingénierie solaire qui sont envisagées dans le monde, on le fait avec des particules soufrées. La géo-ingénierie solaire, c'est quoi? C'est les expérimentations de modification des mécanismes de formation des nuages pour masquer le réchauffement climatique. Ça consiste à faire quoi? Bah, à faire ce qu'on fait depuis 150 ans avec la pollution de l'air en haute altitude, c'est-à-dire on balance du dioxyde de soufre, ça forme des particules de sulfate d'ammonium, ça modifie la formation des nuages, et ces nuages vont avoir un impact masquant du réchauffement climatique. Voilà. Donc ça illustre aussi en creux tous les problèmes que ça peut occasionner, hein, notamment le fait que ça consiste quand même à larguer dans l'atmosphère des gaz qui sont des gaz polluants, donc potentiellement qui auront des conséquences désagréables sur la santé humaine derrière. Et l'autre conséquence qui est importante, c'est que bah, ces particules, en modifiant la formation des nuages, ont des impacts sur la formation de toute la pluviométrie. Donc ça va modifier l'endroit et l'intensité des pluies. Ce que vous avez ici, c'est pas le graphique le plus simple que je vous montre, mais c'est le dernier. C'est tiré du dernier rapport du GIEC et c'est la bonne nouvelle. Parce que en voyant tout ça, on peut se dire, mais du coup, est-ce que réduire la pollution de l'air va pas être contre-productif euh, en matière de réchauffement climatique? Ce que vous avez ici, c'est dans le dernier rapport du GIEC, la présentation de ce qui se passe dans les différents scénarios du GIEC. En fait, on ne le sait pas, mais dans la plupart des scénarios, ce qui est déterminant, c'est et les évolutions futures des émissions de gaz à effet de serre et les évolutions futures des émissions de polluants de l'air. C'est ça qui va être fortement déterminant pour comprendre comment le climat va évoluer. Ce que vous voyez ici, c'est que les scénarios dans lesquels on agit le plus sur le climat sont aussi les scénarios dans lesquels on réduit le plus la pollution de l'air. L'impact sur la pollution de l'air, c'est ce que vous voyez dans les barres orange, et pardon, n'importe quoi, vert et violet ici. Violet pour les particules fines et vert pour l'ozone de basse altitude. Vous voyez que les scénarios qui maintiennent la température sous les 1,5 degré, c'est aussi les scénarios dans lesquels on a réduit le plus la pollution de l'air. Pourquoi? Parce que c'est des scénarios dans lesquels on utilise beaucoup moins d'énergie fossile, et qui dit moins d'énergie fossile dit moins de pollution de l'air et moins de réchauffement du climat. Vous voyez qu'à l'inverse, les scénarios dans lesquels on laisse filer et le réchauffement climatique et la pollution de l'air sont des scénarios dans lesquels on va réchauffer beaucoup plus le climat. Ce que vous voyez tout en haut, par contre, c'est que les scénarios qui sont les pires du point de vue du climat sont des scénarios dans lesquels on réduit fortement la pollution de l'air, notamment parce qu'on met en place des systèmes de dépollution sur les centrales à charbon, sur les véhicules, etc., mais dans lequel on est dans l'inaction totale face au changement climatique. Et bien là, on est doublement perdant sur le plan du climat. Et vous voyez que les conséquences que ça a, c'est que non seulement le réchauffement climatique est maximal, mais en plus de ça, l'amélioration de la qualité de l'air, au final, elle n'est pas très importante, parce que certes, on réduit les émissions directes de polluants, mais comme on a des chaleurs de plus en plus importantes, bah en fait, on a quand même un effet qui va renforcer la pollution liée à l'ozone. Et donc, malgré les actions qu'on a mises en place côté pollution de l'air, bah, on n'est pas vraiment gagnant sur la pollution de l'air, en tout cas bien moins que si on réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, bonne nouvelle, si on agit à la source, on est gagnant sur les deux plans. Et l'effet contre-productif de la réduction des émissions de polluants de l'air sur le climat est très, très, très largement contrebalancé par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on parvient à stabiliser le climat. Stabiliser le climat à 1,5 degré ne nécessite pas de laisser perdurer la pollution de l'air. On peut être gagnant sur les deux plans.
Si on passe à la slide suivante, qui va être une des dernières, là, ce que vous voyez, c'est la même chose, mais pour la France. Vous voyez qu'en France, donc ça, c'est une étude qui va regarder un peu l'évolution des températures en France, qui essaye de l'expliquer. Et donc, vous voyez que ce qui explique l'évolution des températures en France, c'est qu'on a de plus en plus de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est les barres rouges vifs que vous avez ici en haut. Vous avez des phénomènes naturels, notamment l'évolution de l'irradiation solaire liée à l'évolution du comportement du Soleil et les éruptions volcaniques qui ont un impact qui est en fait globalement en moyenne assez négligeable sur l'évolution du climat. C'est la barre que vous avez en bleu. Et vous voyez en vert que comme les concentrations de particules dans le monde commencent à baisser, eh ben, il y a une partie du réchauffement, notamment sur les dernières années, qui est liée au fait qu'on a de plus en plus de réchauffement climatique visible, qui était auparavant masqué par l'évolution de ces concentrations de particules. On termine par concrètement, qu'est-ce qui permet d'être gagnant-gagnant sur la pollution de l'air et sur le changement climatique? Vous avez ici un graphique qui va détailler les émissions de polluants de l'air à gauche et de gaz à effet de serre à l'autre, liées aux différents moyens de transport routier en Île-de-France. Donc pour la pollution de l'air, on est allé regarder les oxydes d'azote et les particules fines, et on est allé regarder et les émissions directes de ces polluants, mais aussi tout ce qui va être lié à l'abrasion des freins, des pneus et de la route. Vous voyez à droite les émissions de gaz à effet de serre, pour le coup en cycle de vie, donc en comprenant les émissions liées à la production d'électricité et à la production des véhicules eux-mêmes. Vous voyez que quand vous passez d'un véhicule ancien, thermique, un vieux véhicule diesel, à un véhicule essence récent, qui est ce qui se fait de mieux en matière de véhicules thermiques récents, vous réduisez d'un facteur 10 vos émissions de polluants de l'air. Donc ça a un impact important sur la réduction de la pollution de l'air. Pourquoi? Parce qu'on a imposé aux constructeurs des normes, les normes Euro, qui les obligent à mettre en place des moteurs plus performants, des systèmes de dépollution qui réduisent fortement la pollution de l'air. Vous voyez que côté gaz à effet de serre, en cycle de vie, les émissions baissent, mais baissent d'une ampleur bien moindre. Pourquoi? Parce qu'en matière de gaz à effet de serre, ce qui compte, ce n'est pas les systèmes de dépollution, ce n'est pas l'efficacité de la combustion du moteur, c'est la quantité de pétrole qu'on brûle. Et donc, tant qu'on continue de brûler du pétrole, on continue d'émettre des gaz à effet de serre. Vous voyez que contrairement à l'idée reçue, quand vous passez à un véhicule électrique, certes, les particules d'abrasion, c'est un problème en matière de pollution de l'air, mais quand même, votre véhicule électrique, il va plus émettre aucune particule en sortie de véhicule, en sortie de, pardon, de moteur thermique. Il émet plus aucun gaz polluant. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que vous n'avez plus aucune émission d'oxyde d'azote avec un véhicule électrique et vous avez des émissions de particules fines qui restent moins importantes que même les véhicules thermiques les mieux disants. Et vous voyez qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre, vous divisez en gros déjà par 3 les émissions de gaz à effet de serre en cycle de vie. Donc là, on prend en compte la fabrication de la batterie du véhicule, on prend vraiment tout en compte. Vous voyez sans surprise que les transports en commun et le vélo sont de loin ce qui est le plus gagnant-gagnant côté pollution de l'air et changement climatique, puisque les émissions de polluants de l'air sont quasiment nulles et les émissions de gaz à effet de serre encore plus faibles que pour un véhicule électrique. Si on fait le même exercice sur le chauffage, vous voyez, même exercice, différents moyens de chauffage, les émissions de polluants de l'air à gauche, émissions de gaz à effet de serre à droite. La particularité, c'est que pour le bois, les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion de bois sont des émissions de gaz à effet de serre un peu particulières, puisque c'est du CO2 qui a été préalablement capté par le bois et qui peut être capté par une nouvelle forêt. Donc du coup, quand on brûle du bois, les gaz à effet de serre que ça ajoute dans l'air n'ont pas le même rôle que les gaz à effet de serre ajoutés par la combustion de pétrole, de charbon et de gaz, puisque si votre forêt est bien gérée, elle ne va pas rajouter du CO2 en plus dans l'atmosphère. Vous voyez que ce qui est de plus émetteur de polluants de l'air, je vous l'ai dit avant, de très loin, c'est des foyers ouverts. Vous voyez que votre foyer ouvert, quand vous le comparez avec donc une cheminée ouverte, hein, quand vous le comparez avec une chaudière ou poêle à granulés, votre foyer ouvert, il émet de l'ordre de 200 fois plus de particules fines que votre poêle et granulé récent. Là, détail important, on regarde à chaleur produite identique. Donc en prenant en compte le rendement des appareils. Vous voyez que même votre fermé bûche pré 2005, donc un moyen fermé, un insert fermé ancien, il émet toujours plusieurs dizaines de fois plus de particules fines que des moyens de chauffage au bois très récents, très efficaces, au granulé. Mais vous voyez aussi sur ce graphique que même votre chaudière et poêle à granulés à bois très récent et très efficace, elle émet de l'ordre de 40 fois plus de particules fines que votre vieux moyen de chauffage au fioul, qui est hors bois le moyen de chauffage le plus polluant. Donc ça illustre bien le fait que le bois intrinsèquement est un moyen de chauffage qui est très émetteur de polluants dans l'air. Vous voyez ensuite que le pétrole, les chaudières au fioul sont plus émettrices de polluants de l'air que des chaudières au gaz, et que vous avez côté radiateur électrique et pompe à chaleur des moyens de chauffage qui ne sont pas basés sur la combustion. On peut rajouter le chauffage urbain basé sur la géothermie, par exemple, qui sont très peu émettrices de gaz à effet de serre en cycle de vie et qui n'émettent plus aucun polluant de l'air. Pour conclure, si on identifie toutes
en conclusion, tout ce qui permet d'être gagnant-gagnant sur la pollution de l'air et sur le changement climatique. Vous vous en doutez, dès qu'on se passe du pétrole, du charbon et du gaz, on est gagnant-gagnant sur les deux plans. Que ça soit par des politiques de sobriété, d'efficacité énergétique, donc de réduction de la consommation de ces énergies, ou de substitution, notamment, de ces énergies par l'électricité. Et notamment l'électricité, quand on la produit avec des moyens qui ne sont pas basés sur de la combustion, donc des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales nucléaires, des barrages hydrauliques, etc. Idem pour l'hydrogène, si vous le produisez avec des moyens de production qui ne sont pas basés sur de la combustion, l'usage de l'hydrogène n'est quasiment pas émetteur de polluants de l'air et émet peu de gaz à effet de serre en cycle de vie si on l'a produit avec des moyens bas carbone. Dès que vous luttez contre les fuites de méthane liées au réseau de gaz ou que vous diminuez l'élevage bovin, qui est fortement émetteur de méthane, bah, vous êtes gagnant-gagnant aussi. Pour les raisons que je vous ai exposées avant, le méthane, un des principaux gaz à effet de serre, et le méthane boostant la formation d'ozone dans l'atmosphère, euh, sa réduction permet de réduire la pollution de l'air à l'ozone. Et enfin, dès que vous réduisez les usages d'engrais, vous êtes gagnant-gagnant aussi. Pourquoi? Parce que les engrais, c'est le principal émetteur dans le monde de protoxyde d'azote, troisième principal gaz à effet de serre, et parce que les engrais sont à l'origine de la formation de la très grande majorité de l'ammoniac dans l'air, ammoniac qui booste la pollution aux particules fines. On a vraiment trois grands types de politiques et de transformations qui peuvent être contre-productifs et auxquels il faut faire attention. Vous avez le chauffage au bois. Le chauffage au bois, d'un point de vue climat, si votre forêt est bien gérée, ça peut être vertueux. Quand vous remplacez du charbon, du n'importe quoi, du gaz et du pétrole par du bois, vous allez diminuer vos émissions de gaz à effet de serre. Par contre, votre chauffage au bois, on l'a dit avant, est fortement émetteur de particules fines dans l'atmosphère. Autre point d'attention, les biocarburants et le biogaz. Le biocarburant et le biogaz sont des entités qui, lorsqu'on les utilise, lorsque, pareil, votre biocarburant et votre biogaz sont produits correctement, sans avoir occasionné de déforestation, vous allez diminuer fortement vos émissions de gaz à effet de serre quand vous allez l'utiliser en remplacement du gaz fossile et du pétrole. Par contre, quand vous brûlez votre biocarburant et votre biogaz, bah, en gros, vous avez les mêmes émissions de polluants de l'air que des carburants liquides et gazeux fossiles. Pour le biogaz, c'est particulièrement vrai parce que le biogaz, ça a la même composition chimique que le gaz fossile. Et pour les biocarburants liquides, eh ben, ça dépend fortement de la composition chimique de votre biocarburant et donc notamment de ce qu'on a utilisé pour le produire. On ne va pas émettre la même chose si on l'a produit à partir d'huile végétale, à partir de déchets animaux, végétaux, etc. Et côté pollution de l'air, le point d'attention, c'est les systèmes de dépollution. Les systèmes de dépollution, c'est très efficace pour réduire la pollution de l'air. Et donc, il faut évidemment les mettre en place. Mais par contre, les systèmes de dépollution peuvent être utilisés pour masquer le fait qu'on on laisse persister la combustion d'énergie fossile. Et ces systèmes de dépollution n'ont strictement aucun impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Voire ils consomment un peu d'énergie, donc ils rajoutent un peu de gaz à effet de serre. Donc du coup, les systèmes de dépollution seuls peuvent n'agir que sur la pollution de l'air et pas sur le changement climatique. Vous avez tous ces éléments et bien d'autres dans deux dossiers ici. Donc un qui a été publié il y a un an, Pierre en a parlé, pollution de l'air et changement climatique. Et vous avez un 5 minutes pour comprendre qui sera produit dans quelques mois par Air Paris, qui résumera tout ça et qui sera diffusé en version un peu plus pédagogique.